Ilan Halimi, un jeune garçon à qui tout souriait et qui est tombé dans un guet-apens. Voici leurs histoires. Concernant les parents d'Ilan, son père est Didier Halimi et sa mère Ross. Le couple a passé une partie de sa vie au Maroc où ils donneront naissance à leurs 2 filles nommées Anne-Laure et Yaël. Les parents décident de s'expatrier en France. Un an plus tard vient au monde Ilan. Malheureusement, peu de temps après, ses parents se séparèrent. L'ensemble des enfants vont rester avec leur mère et sa vie va devenir compliquée. Elle doit en effet élever 3 enfants en région parisienne. Elle va donc cumuler plusieurs emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, le père ne versant pas de pension alimentaire. Ilan était très proche de sa mère et l'aimait plus que tout. Depuis sa jeune enfance, il avait conscience des concessions que sa mère devait faire pour les élever. Ils vivaient tous dans un appartement de 3 chambres dans un logement social dans le 2e arrondissement de Paris. Ilan était un jeune garçon soucieux des autres, surtout de sa mère. Tout son entourage l'aimait. Il était loin des problèmes et il était très sociable. À l'école, il s'en sortait très bien, il va d'ailleurs obtenir son bac. Il va commencer à chercher des petits emplois, il va acheter et revendre des téléphones pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Après le bac, il va poursuivre ses études, il va enchaîner sur un BTS immobilier et va d'ailleurs travailler dans une agence immobilière juste après. Il aimait cet emploi d'agent immobilier qu'il a rêvé d'exercer toute sa vie. Malheureusement, l'agence dans laquelle il va travailler va rencontrer des difficultés financières et fermer. Ilan va alors reprendre sa recherche d'emploi et travailler dans une boutique de téléphonie mobile. Il voulait avoir une indépendance financière à tout prix. À 20 ans, il va faire la connaissance d'une jeune fille dont il va tomber éperdument amoureux. Une certaine Monique, nommée Moni, ils iront jusqu'à vivre ensemble. Durant l'année 2006, il est alors âgé de 23 ans. Il vit toujours avec sa petite amie Moni, continue de travailler en téléphonie et rend régulièrement visite à sa mère. Le 17 janvier 2006, alors qu'il travaille, une fille fait son entrée dans la boutique. Elle se dirige vers Ilan et lui donne des informations concernant un modèle de téléphone. Ils vont vite bien s'entendre et commencer à flirter ensemble. Elle dit s'appeler Emma. Malgré le fait qu'ils soient en couple avec Moni, Ilan va se laisser séduire et donner son numéro de téléphone à cette jolie inconnue nommée Emma. 3 jours plus tard, nous sommes alors le 20 janvier 2006. Comme tous les vendredis, Ilan a pour habitude de manger avec sa mère, puis de rejoindre ses amis pour aller boire un verre avec eux. Ce jour-là, alors qu'il tente de joindre ses amis, tous étaient occupés. Il joint alors son meilleur ami Karim pour lui demander s'il était dispo. Il lui répond que non. Ilan raconte alors à Karim sa rencontre avec Emma, qu'elle avait d'ailleurs tenté de le joindre pour le voir et qu'il avait répondu non, mais vu que tout le monde est occupé, il allait la rappeler pour lui proposer de se voir. Ilan met un terme à la communication téléphonique avec Karim et rappelle Emma. Ils décident de se rejoindre dans un bistrot, le Paris-Orléans. Ils auraient enchaîné des verres et seraient partis. Ilan n'aurait pas prévu d'aller plus loin avec elle ce soir-là, mais au vu de l'heure tardive, il propose tout de même à Emma de la raccompagner chez elle, ce qu'elle accepte. C'est la dernière fois qu'il sera vu. Les heures passent et sa copine Moni, ne le voyant pas rentrer, commence à s'inquiéter. Elle tente de le joindre par téléphone, il ne lui répond pas. Elle décide alors de joindre son meilleur ami Karim pour lui demander si Ilan était avec lui. Karim était au courant que Ilan devait rencontrer Emma ce soir-là et ne voulant pas mettre d'embrouille dans son couple, ne lui en parle pas et lui dit tout simplement qu'il n'était pas avec lui. Karim était inquiet mais pensait qu'Ilan avait peut-être tout simplement décidé de passer la nuit avec la fameuse Emma. Le lendemain, Ilan ne rentre toujours pas. Un peu plus tard dans la journée, Moni reçoit un message particulier sur son téléphone. Une personne qu'elle ne connaît pas lui transmet une adresse mail et un mot de passe et lui demande de se connecter dessus. Elle va demander pourquoi. La personne lui répond alors que si elle veut savoir ce qui arrive à Ilan, elle devrait suivre ses directives. Moni va avoir un mauvais pressentiment et va se connecter comme demandé. Elle apprend interloqué qu'Ilan est séquestré et qu'il ne sera libéré qu'en échange d'une rançon avant une certaine date. La demande était accompagnée d'une photo d'Ilan. Sa tête était entièrement entourée de scotch, à part son nez et sa bouche, et une personne lui pointait une arme sur la tête. Ilan portait un document avec la date du jour. Moni contacte aussitôt Karim et lui raconte tout. Elle lui transmet l'email et le mot de passe. Karim va à son tour se connecter et être choqué et comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une blague. Les deux décident d'aviser immédiatement les parents d'Ilan. Sa famille est en état de choc mais décide de ne pas céder à la panique pour trouver une solution.
Une réunion est organisée chez la mère d'Ilan pour connaître la conduite à tenir. Ils avaient énormément d'interrogations et se demandaient s'ils devaient contacter la police ou s'en sortir seuls. Ils décident de faire confiance à la police et de les aviser de ce qui se passe. La police comprend tout de suite la gravité de la chose et décide d'être discret dans l'éventualité où les ravisseurs surveillent la famille d'Ilan. La police organise une cellule de crise mais ils ne savent pas par quoi commencer. Ils n'ont pas de doute sur le fait que ce soit réellement un enlèvement. Le lendemain, le ravisseur contacte Didier, le père d'Ilan, et lui réclame la fameuse rançon. La police, en parallèle, creuse la vie d'Ilan pour essayer de savoir s'il a des ennemis. Ils ne trouvent rien dans ce sens et n'ont que des retours positifs sur Ilan, qui était fort apprécié. Il n'a d'ailleurs aucun antécédent avec la police. Ils clôturent alors cette piste et vont creuser du côté des parents, savoir s'ils cachent des ressources qui auraient pu appâter le ravisseur. La police constate que la famille a des revenus modestes, tout comme Ilan. Ils se demandent alors pourquoi Ilan et pourquoi le ravisseur l'a donc choisi lui. Les enquêteurs ne trouvant rien, comptent sur un faux pas que pourrait faire le ravisseur. Plusieurs brigades ont été mises sur cette affaire. Le ravisseur a recontacté Didier, le père d'Ilan. Il insiste pour qu'il soit son seul interlocuteur. Les enregistrements téléphoniques sont réalisés et puis transmis à une profileuse pour qu'elle puisse donner le profil du ravisseur et diriger le père dans les échanges. On constate que c'est toujours la même voix qui appelle, donc un seul ravisseur. Un profil apparaît, c'est un homme qui n'a pas peur, sans emploi et pressé d'obtenir ce qu'il veut. La police craignait qu'une fois l'argent en poche, le ravisseur ne libère pas Ilan et qu'il réclame plus ou pire encore qu'il se débarrasse Ilan d'un témoin gênant. Ils vont décider d'organiser une rencontre entre Didier le père et le ravisseur pour pouvoir l'intercepter. 3 semaines sont passées depuis l'enlèvement d'Ilan. Après un énième appel, les parents d'Ilan commencent à perdre patience. La police constate que c'est donc toujours le même homme, que les appels proviennent de différents cybercafés en France. Les emails également sont analysés. Ils se rendent compte que le ravisseur est fort éveillé. Ils apprennent aussi que l'ensemble des échanges mails proviennent, eux, de la Côte d'Ivoire. La police se rend compte que le ravisseur est plus qu'à l'aise puisqu'il voyage entre la France et la Côte d'Ivoire. Alors que la police perd confiance, une piste va apparaître. C'est Karim, le meilleur ami d'Ilan, qui leur transmet. En effet, il va leur parler de la fameuse Emma qu'Ilan avait rejoint juste avant l'enlèvement. Il va leur décrire Emma avec les mots d'Ilan, comme une belle femme orientale qui serait esthéticienne. La dernière fois que le téléphone d'Ilan a borné, c'est d'ailleurs dans la ville d'Emma. La police retrouve le fameux numéro de la jeune femme, c'est un prépayé. Ils vont regarder la liste d'appels de ce numéro et se rendre compte qu'Emma a joint un autre numéro à 30 reprises une semaine avant l'enlèvement d'Ilan. Le numéro appartiendrait à un certain Marc, il est interrogé, mais en réalité, Marc était un autre garçon qui était également la cible d'Emma. Il raconte qu'une belle femme est venue à lui et qu'elle lui a dit s'appeler Léa. Il ne voulait pas aller plus loin avec elle car il la trouvait fort insistante. Il a compris que c'était une fille intéressée, il a donc mis un terme à ces échanges. La police demande un descriptif de cette fameuse Léa, car les enquêteurs pensaient que Léa et Emma sont en réalité la même personne, elle avait juste donné un faux prénom. Sauf que Marc décrit une femme blonde, blanche, européenne. La police reste toutefois convaincue qu'entre Léa et Emma il y a un lien. En effet, les deux ont dit à leurs victimes qu'elles étaient esthéticiennes. Elles utilisaient le même numéro de téléphone prépayé. Il n'appartient donc ni à l'une ni à l'autre. La police a voulu partager le portrait des deux jeunes femmes avec le public, mais ont eu peur des conséquences sur Ilan et que le ravisseur puisse se venger sur lui. Les portraits seront finalement transmis à tous les commissariats de Paris, ce qui va payer. En effet, le commissariat de Villejuif allait recontacter et leur dire qu'il y a un mois, ils ont eu à traiter une affaire comme celle de Marc. Un certain Michael s'est rendu au commissariat de Villejuif. Une femme nommée Melvina avait flirté avec lui. Il va lui donner rendez-vous, ils vont boire ensemble et à la fin de la soirée, elle va lui demander de la raccompagner à son domicile. Alors qu'il la raccompagne jusqu'en bas de son immeuble, 4 hommes vont se jeter sur lui et le rouer de coups. Michael se rappelait que durant son agression, la jeune fille rigolait comme si sa mission avait réussi. Il comprend qu'il s'était rendu à un guet-apens. Il va alors crier de toutes ses forces et alerter les voisins. Les portes vont commencer à s'entrouvrir à cause du tapage. Les agresseurs vont alors prendre la fuite. La police comprend que le même schéma est arrivé à Michael, Ilan et Marc. Léa, Emma et Malvina sont des appâts qu'utilisent les ravisseurs pour attirer leur proie. Ils cherchent les liens entre les victimes et se rendent compte que les 3 sont de confession juive.
D'ailleurs, Michael, pendant son agression, entendait des insultes antisémites. En parallèle, pour revenir à l'affaire Dylan, le ravisseur continue d'envoyer des photos d'Ilan et des emails à la famille. On apprendra par la suite qu'Ilan mangeait peu, juste assez pour ne pas mourir. Il était torturé par des brûlures de cigarettes. Il était également retenu dans une salle froide sans chauffage. Voyant que les échanges avec la famille Dylan ne mènent à rien, le ravisseur va joindre un rabbin en retrouvant ses coordonnées sur le téléphone d'Ilan. Le rabbin était étonné car aucun média n'a parlé de l'enlèvement qui était en train de se dérouler. Il va recevoir à son domicile un enregistrement d'Ilan. On entend Ilan supplier sa mère de leur donner la rançon, de ne pas le laisser seul car il n'allait pas tenir longtemps dans ces conditions. Le rabbin va immédiatement remettre l'enregistrement à la police. Les policiers vont surveiller une dizaine de cyber sur lesquels ils avaient des doutes, mais cela ne mène à rien. La police va finir par demander aux parents d'Ilan de rassembler l'argent et de prendre contact avec les ravisseurs pour un rendez-vous le 6 février 2006, 20 jours après l'enlèvement d'Ilan. Le père va se rendre au rendez-vous sans avoir la totalité de l'argent. Sur la route, le père reçoit un appel du ravisseur qui change d'endroit du rendez-vous à la dernière minute. Alors qu'il devait se voir à la place de Châtelet, finalement, il l'oriente vers la ville de Clichy. Une fois sur les lieux, le père attend avec l'espoir de revoir enfin son fils. Il reçoit un nouvel appel où le ravisseur lui demande finalement de se rendre dans un Western Union pour lui faire un virement. Puis, change encore d'avis et lui demande de se rendre sur Bruxelles. Le père d'Ilan a compris qu'il ne reverra jamais son fils et s'effondre de pleurs. À son retour, la police va alors lui ordonner de ne plus décrocher aux appels du ravisseur. Suite à ces appels sans réponse, le ravisseur va alors joindre la mère d'Ilan, Russ, en lui disant que Didier le père jouait avec la vie de son fils en gardant le silence. La police qui surveille les cybercafés finissent par identifier un homme, un certain Youssouf Fofana. Un Ivoirien, sa mère faisait des ménages en France. Youssouf, plus jeune, idolâtrait son frère Daouda, un voyou craint par les gens du quartier. Youssouf confondait cela avec le respect et voulait être comme son frère. Plus jeune, ses parents ont déménagé sur Bagneux et Youssouf sera interpellé suite à un trafic. Il voulait de l'argent facile. Il braque et frappe le gérant d'une supérette et sera arrêté en 2002 et prendra 4 ans de réclusion. En prison, il fait malheureusement la rencontre de Jean-Christophe, surnommé Crabe, et planifie tous deux de kidnapper des personnes de confession juive à leur sortie en utilisant des appâts de belles femmes. Ils pensaient que tous les juifs étaient forcément riches. Ils se regroupent, voilà comment est né le gang des barbares, avec donc en tête Youssouf Fofana, en second Krabs, puis un certain Samir, surnommé Smiler, c'était lui qui était chargé de retrouver les endroits où séquestrer les victimes. Jérôme faisait également partie de ce gang surnommé Coup de tête, un dealer connu, et sa compagne, une certaine Audrey, qui l'utilisait également en appât. Il y avait une autre membre, une certaine Tiffaine, chargée de regrouper les filles, et la fameuse Yalda, alias Emma. Le jour de la première rencontre entre Ilan et Emma, alias Yalda, Fofana attendait à l'extérieur de la boutique de téléphonie. Ce jour-là, d'ailleurs, Ilan ne devait pas travailler parce qu'il était en repos, mais était venu en renfort car un employé s'était absenté. Le jour du drame, alors qu'Ilan l'a raccompagné chez elle, Emma a cherché dans son sac et a donné le fameux nom de code « J'ai perdu mes clés ». De là, les hommes se sont jetés sur Ilan. Malheureusement, après avoir identifié Fofana, les enquêteurs n'ont pas tout de suite alerté les autres policiers. Fofana sera d'ailleurs contrôlé par la police et relâché car non reconnu. Le jour où Didier, le père d'Ilan, a arrêté de parler au ravisseur suite à la demande de la police, le ravisseur est devenu fou et a envoyé des emails insultants et le dernier fut « Tu sais quoi, je vais libérer ton fils Ilan mais il sera mort ». Le 3 février 2006, la police retrouve Ilan à Saint-Geneviève-des-Bois. Dénudé, il a reçu plusieurs coups à l'arme blanche et est brûlé mais est vivant. Il va être lavé par ses bourreaux avant d'être relâché pour enlever toutes les traces d'ADN et entouré d'un bras blanc, jeté puis immolé. Malgré tout ce qu'il a subi, Ilan reste vivant et va se traîner et tenter de chercher de l'aide. Malheureusement, une fois les secours arrivés, il fera un arrêt cardiaque sur la route vers l'hôpital. La France découvre alors l'histoire d'Ilan, la fuite de son bourreau. Fofana devient l'homme le plus recherché en France. Celui-ci se trouve en Côte d'Ivoire. Certain qu'il ne craint rien dans son pays, il se rend au commissariat en Côte d'Ivoire et fait ses aveux. La police lui demande s'ils peuvent l'enregistrer, il accepte.
Le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, décide de le renvoyer en France pour subir son procès. Youssouf Fofana, alias le chef du gang des barbares, a été condamné à la peine maximale, la perpétuité à 22 ans de sûreté. Il a aujourd'hui 36 ans et est actuellement emprisonné au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, un des établissements les plus sécurisés en France. De source pénitentiaire, il est toujours à l'isolement dans la prison. Yalda alias Lapa a été condamnée, elle, à 9 ans de prison en appel, mais après un peu moins de 6 ans de prison, elle est sortie en 2012. Enrôlée par Youssouf Fofana, elle a toujours affirmé qu'elle ne connaissait pas l'issue tragique que Fofana réservait à sa proie. Après le procès du gang des barbares, elle avait encore fait parler d'elle, séduisant un gardien et le directeur de la prison pour femmes de Versailles. Après la découverte de ce scandale, elle avait d'ailleurs été transférée à la prison de Fresnes. Aujourd'hui âgée de 27 ans, la jeune femme veut se faire oublier. D'autres membres du gang ont été condamnés également.